Fidèles téléspectateurs de Chérifla Télévision, si vous nous rejoignez, bonsoir et bienvenue dans cette toute nouvelle édition d'Information. Cérémonie de remise d'un chèque géant au ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté par Orange Mali à travers sa fondation. Ce don de l'entreprise de téléphonie mobile va permettre au ministère de tutelle de manifester sa solidarité à l'endroit des populations sinistrées des inondations et des déplacés internes installés à Bamako. La remise du chèque a eu lieu dans la matinée de ce vendredi 21 juin dans les locaux du dit ministère. Le point avec Kafouné Batili, Samba Traoré. Depuis 2016, la Fondation Orange Mali œuvre auprès des plus hautes autorités du pays, des partenaires publics et privés pour alléger les souffrances des populations maliennes. C'est dans ce sens qu'elle a procédé à la remise d'un chèque géant d'une valeur de 30 millions de francs CFA destiné aux sinistrés des dernières inondations survenues à Bamako et les déplacés du centre du pays installés à Bamako. Comme vous le savez, le Mali a hélas été frappé par quelques moments difficiles comme les récentes inondations qui ont été meurtrières et qui ont entraîné le déplacement de plusieurs populations. En ma qualité de président de la Fondation Orange Mali et en ma qualité de directeur général d'Orange Mali, il nous est paru important d'être aux côtés du gouvernement et aux côtés des populations dans ces moments tragiques. Dans le cadre de cette action de solidarité, nous avons souhaité remettre aujourd'hui une contribution de 30 millions à l'endroit des personnes sinistrées et déplacées à Bamako. Cette intervention comporte deux volets, 22,5 millions en denrées alimentaires et 7,5 millions pour le transport des personnes déplacées et pour les sinistrés. Cet appui, quoique modeste, apportera certainement un soulagement à ces populations victimes de ces inondations et c'est pour nous l'expression de notre compassion et de notre soutien dans ces moments difficiles. Et une nouvelle fois, je voudrais témoigner notre soutien et notre compassion aux populations qui ont été victimes. Et je voudrais, Monsieur le ministre, au nom d'Orange, présenter nos condoléances au gouvernement et à tout le peuple malien qui a été victime récemment de plusieurs attaques. Cette contribution permettra sans doute au ministère de la Solidarité et à la lutte contre la pauvreté de faire face à la prise en charge et à l'amélioration des conditions de vie des familles durement affectées vivant dans des situations difficiles. C'est pourquoi elle est jugée salutaire. Redire toute notre reconnaissance pour la manière dont vous avez su chaque fois que de besoin être à nos côtés, nous aider à mieux remplir la mission d'assistance et d'expression de solidarité qui est celle du département que j'ai l'honneur de diriger. Monsieur le Président d'Orange Mali, vous nous avez habitués à une présence toujours opportune à nos côtés pour faire face aux missions et aux actions que nous devons mener très souvent dans l'urgence. Vous nous avez habitués chaque année à un rendez-vous à l'occasion du mois de la solidarité, rendez-vous au cours duquel ensemble nous faisons le point de ce qui a été réalisé durant l'année écoulée, mais aussi nous participons à une remise de dons à différentes organisations intervenant dans le domaine de l'humanitaire et à différents
bénéficiaires en stratégie de sortie de crise et de sortie de précarité. Merci pour tout ce que vous n'avez cessé de faire. Merci pour ce que vous faites et merci pour votre disponibilité pour tout ce que nous pouvons et nous sommes sûrs que nous ferons ensemble. Je voudrais, au nom du président de la République et des hautes autorités de notre pays, vous dire merci et vous dire toute la fierté que nous avons de compter parmi nous des entreprises citoyennes telles que la vôtre. La prise de vue en famille a bouclé définitivement la cérémonie. Autre cérémonie dans ce journal, la signature de convention ce vendredi 21 juin entre le FAF, Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et l'épanouissement de l'enfant, les ONG et les systèmes financiers décentralisés au Mali. Cette cérémonie, qui était présidée par la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, a enregistré la présence des partenaires techniques et financiers dans la salle de conférence du dit ministère. Sadio Sidibé, Abdoulaye Sogodogo. La présente cérémonie organisée par le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille marque le lancement officiel des activités dans le cadre du partenariat entre les FAFE, Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et l'épanouissement de l'enfant, les ONG et les systèmes financiers décentralisés au Mali. L'objectif est d'assurer la mise en œuvre des activités de renforcement des capacités et de réinsertion socio-économique des femmes. Nous sommes là ce matin pour lancer les activités du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille à travers le Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant, communément appelé FAFE. Aujourd'hui, nous sommes là avec les ONG, avec les systèmes financiers décentralisés. Le FAFE a signé cette convention pour assister les associations féminines du Mali dans l'atteinte de leurs activités génératrices de revenus. Au total, 19 ONG sont sélectionnées pour bénéficier de cet appui pour un coût total de 550 millions de francs CFA. Le FAFE a signé des conventions de partenariat avec ces différentes structures pour appuyer les femmes du niveau national jusqu'au niveau communal. Pour accéder au fonds, il y a des femmes au niveau communal qui ont des difficultés pour venir au niveau des régions ou bien pour venir au niveau national. Donc, raison pour laquelle nous avons élargi cette signature de convention avec les ONG. Nous sommes à 19 ONG aujourd'hui. Nous avons commencé par 5 ONG, ensuite nous avons pris 10, ensuite 4, compte tenu de l'engouement qui se trouve autour du fonds. Avec les ONG, nous avons réparti 300 millions. Avec les ONG, 300 millions, parce que nous sommes à 19. D'abord, pour les 5 premières ONG, nous avons réparti 150 millions. Les 10, nous avons réparti 300 millions. Et les 4, nous allons répartir 100 millions. Globalement, 300 millions, 150 millions, ça fait 450 millions. 450 millions plus 150 millions encore, ça fait 550 millions pour l'ensemble des ONG. La question de l'autonomisation de la femme est un énorme défi pour notre pays. Si on veut vraiment atteindre le développement durable souhaité par tous. Ce projet, qui est intitulé « L'autonomisation de la femme », suscite un véritable engouement chez les partenaires. À l'issue de cette signature de convention, ils ont réaffirmé leur engagement à accroître l'aide en faveur des femmes pour assurer l'autonomisation économique des associations féminines au Mali. Pour nous, ONG, engagés dans les actions de promotion de la femme et de l'enfant au Mali. Il s'agit à travers ce fonds de nous accompagner dans les initiatives que nous développons pour assurer la promotion économique de la femme, c'est-à-dire son accès aux sources de revenus. C'est un fonds qui nous accompagne aussi dans les activités et les initiatives que nous développons pour plus de participation et plus de leadership de la femme. Et c'est aussi un fonds qui nous accompagne dans les initiatives que nous développons pour plus d'accès de la femme aux droits les plus essentiels. Notre mission est d'accompagner la population malienne dans leur activité économique de façon générale.
La cérémonie à laquelle nous venons de participer avait pour objet de signer une convention avec le Fonds d'appui à l'autonomisation des femmes pour pouvoir financer les femmes dans leur activité génératrice de revenus. Naturellement, ça rentre dans notre vision, dans notre ligne directrice. Donc ce fonds n'est qu'un plus pour pouvoir atteindre beaucoup plus de femmes pour les aider dans leur activité génératrice de revenus. Soro Iruwaso, comme son nom l'indique, c'est en Bambara. Ça veut dire la maison où on fructifie les revenus. Nous sommes une institution de microfinance qui cible les femmes en particulier. Parce que 95% de notre clientèle est constituée de femmes. Et nous finançons les femmes aussi bien dans le milieu urbain que dans le milieu rural, pour les accompagner dans toutes les activités génératrices de revenus qu'elles mènent. Nous sommes fixés comme objectif d'accompagner cette catégorie de la population malienne qui représente, selon les statistiques, 51% de la population du Mali, pour les accompagner dans toutes les activités économiques qu'elles mènent. La cérémonie s'est achevée en présence de plusieurs participantes venues de toutes les localités du pays. L'actualité sur un tout autre plan, moins de 48 heures après sa déclaration annonçant une série de consultations au sein de la société civile afin de trouver des solutions pour une sortie définitive de la crise sécuritaire que traverse notre pays. Le président du Haut Conseil islamique du Mali, Seyid Cherif Ousmane Madane Haïdara, a reçu ce vendredi dans la matinée à Bangoni, Dianguiné-Bougou, en commune 1 du district de Bamako, les responsables des organisations fêtières. Il ressort de ces assises l'organisation d'un grand meeting dans un bref délai, au cours duquel des recommandations seront faites et adressées aux plus hautes autorités de notre pays, ainsi qu'aux partenaires présents au Mali, tels que la MINUSMA, les forces françaises Barkhane, entre autres. Louti Sidibé. Bon, l'objectif de cette rencontre du président du Haut Conseil islamique du Mali, il a voulu rassembler toute la force vive de la nation malienne. Tu as vu, avec les deux églises catholiques et protestantes, avec toutes les associations de la société civile, pour échanger sur la situation actuelle qui traverse notre pays. Il s'agit de crise du centre du Mali. À l'époque, on dit crise du nord. Maintenant, c'est la crise du centre. Et demain, peut-être c'est à Bamako. Donc, il faut prévenir. Donc, le président du Haut Conseil a voulu rencontrer la société civile, plus toutes les confessions religieuses du Mali, pour échanger, pour trouver une solution. Et on a formulé des recommandations ensemble. Il y aura un grand meeting dans les jours à venir. On veut rencontrer aussi les partenaires du Mali, que ce soit la MINUSMA, Barkhane et tous les partenaires qui sont là pour appuyer le Mali. Parce qu'ils sont là pour appuyer le Mali, Dieu merci, merci pour eux, mais toujours la situation se dégrade jour à jour. Donc il faut qu'on fasse des rencontres avec tous les partenaires du Mali au nom de la société civile malienne. Pas au nom de l'État, mais au nom de la société civile malienne. Et humanitairement aussi, on a des frères Dogon, Pel, réfugiés qui sont à Bamako, qui sont partout au Mali aujourd'hui. La communauté musulmane, la communauté chrétienne, toute la société civile, on peut faire quoi pour aider nos frères qui sont en difficulté aujourd'hui. C'était ça l'objectif général de cette rencontre de ce matin, convoquée par le président du Haut Conseil islamique du Mali. Nous restons à Bangoni, Dianguiné-Bougou, où le président du Haut Conseil islamique du Mali a reçu ce jeudi 20 juin une délégation de Ségou venue le féliciter pour son élection à la tête du Haut Conseil islamique du Mali. La délégation se compose en grande partie des parents du guide spirituel des Ansar, Seyid Cherif Ousmane Madane Haïdara. Reportage Louti Sidibé avec la voix de Al-Hamidou Badini. Composée d'hommes et de femmes, cette délégation de la ville de Ségou vient ainsi exprimer son contentement et féliciter le guide spirituel pour son élection à la tête du Haut Conseil islamique du Mali. Les membres de la délégation ont également formulé leurs vœux les meilleurs dans la réussite de cette nouvelle fonction qui lui échoua. Cette visite de courtoisie était plus qu'opportune pour nos hôtes d'exprimer toute leur reconnaissance au guide spirituel des Ansar, Seyid Cherif Ousmane Madane Haïdara, pour la bonne relation dont il a toujours fait preuve à leur égard. Le président du Haut Conseil islamique du Mali se réjouira de cette visite de courtoisie des siens. Il a de même rappelé les liens de parenté qui les lient à ses visiteurs. Des bénédictions mettront fin à cette visite de courtoisie. L'entreprise céréalière Fasso-Kaba a remis de la sémence améliorée au guide spirituel des Ansar, Seyid Cherif Ousmane Madane Haïdara.
ce jeudi 20 juin à son domicile de Bangoni, Dianguinébougou, en commune 1 du district de Bamako. Louti Sidibé avec le commentaire de Al-Hamidou Badini. Faso Kaba travaille notamment dans la promotion de l'autosuffisance alimentaire au Mali. Depuis plusieurs années, en début de saison hivernale, l'entreprise de semences améliorées fait ce don symbolique au guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara. La présente donation se compose d'une tonne de maïs, dans laquelle quantité 100 kg de haricots. Cette action de Faso Kaba est appréciée à juste titre par le guide spirituel ainsi que les responsables de l'Ansardine nationale qui n'ont pas manqué de formuler des bénédictions pour la prospérité de l'entreprise donatrice. La promotrice de Faso Kaba a mis à profit cette occasion pour saluer l'élection de Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara à la tête de la fêtière islamique du Mali. Elle a de même sollicité la bénédiction du guide spirituel pour une bonne saison hivernale sur toute l'étendue du territoire national. À présent, voyons ce qui fait le reste de l'actualité africaine et internationale commentée par Moussa Fomba. Au Bénin, le président Patrice Talon a fini par recevoir le 20 juin au soir une délégation de notables de Tchaourou, la ville natale de l'ancien chef de l'État Boni Yayi, et théâtre de violences la semaine dernière. Cette rencontre était prévue mercredi et avait dû être reportée sans plus d'explications. Patrice Talon leur a assuré ne vouloir aucun mal à son prédécesseur Boni Yayi, cependant toujours assigné à résidence. Les notables de Tchaourou avaient des revendications précises. D'abord, trouver une solution de sortie de crise pour l'ancien président Boni Yayi et obtenir la clémence du chef de l'État pour lui comme pour tous ceux qui sont accusés de violence. Selon les deux parties, Patrice Talon s'est montré ouvert sur cette question. Selon la présidence, il a même promis qu'il allait œuvrer pour que cet épisode soit vite oublié et que la clémence soit effective tout en préservant l'État. Le président mauritanien n'exclut pas de prochaines ambitions présidentielles. Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue dans les toutes dernières heures de la campagne présidentielle avant le premier tour du samedi 22 juin, Mohamed Ould Abdelaziz a déclaré que rien dans la Constitution ne l'empêchait de briguer, s'il le voulait, un autre mandat lors de futures élections. Un retour dans quelques années au sommet de l'État qui n'est donc pas inenvisageable pour le président sortant, qui en revanche a été très clair sur son avenir immédiat. Je ne serai pas Premier ministre ni demain, ni après-demain. Auparavant, pendant 2 heures, il a défendu le bilan de ses 10 années de pouvoir. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a estimé jeudi, à l'issue d'une rencontre avec son homologue sénégalais Macky Sall, que les forces onusiennes et du G5 Sahel n'étaient pas suffisantes pour lutter contre le terrorisme qui s'étend au Sahel et dans l'Afrique de l'Ouest. Le président sénégalais a lui estimé qu'il fallait développer des solidarités, mais également des synergies en matière de renseignement et de coopération sécuritaire entre les pays dans un contexte marqué par l'insécurité et la présence grandissante des forces du mal. La Côte d'Ivoire a été touchée le 13 mars 2016 par une attaque terroriste. Des assaillants avaient ouvert le feu sur la plage dans la ville balnéaire de Grand Bassam, près d'Abidjan, faisant 19 morts. Les autorités ont affirmé avoir déjoué plusieurs tentatives depuis. Le frère du président sénégalais n'a donc pas fini de faire parler de lui après une nouvelle révélation dans l'affaire des contrats pétroliers impliquant Aliou Sall. Dans un entretien à la chaîne TV5 Monde mercredi 19 juin, El Hadj Hamidou Kassé, ministre et conseiller du chef de l'État, a confirmé l'existence d'un versement de 250 000 $ sur le compte d'Agritrans, la société dirigée par le frère du président. Le conseiller précise que ce versement a été effectué dans le cadre d'une mission agricole. Une nouvelle révélation donc qui contredit une partie de la défense d'Aliou Sall. En cause, un versement de la part de l'homme d'affaires Frank Timis, un pot de vin si on s'en tient à l'enquête de la BBC qui a révélé l'affaire. Ce montant était en réalité présenté comme une taxe destinée à l'État sénégalais.
Suite aux drones américains abattus par l'Iran, Donald Trump a approuvé des frappes contre des installations iraniennes avant de les annuler in extremis. L'Iran a fait une grosse erreur, a réagi Trump à la destruction du drone US par les militaires iraniens. Dans son message, Donald Trump dit qu'il est contre une guerre avec l'Iran et qu'il veut discuter avec Téhéran de plusieurs sujets. Il a accordé un court délai pour qu'une réponse lui soit fournie, mais dans l'immédiat, notre réponse, c'est qu'il revient à notre guide suprême de se prononcer, a précisé un responsable iranien sous couvert de l'anonymat. Une autre source a indiqué que l'ayatollah Ali Khamenei était contre toute discussion avec les États-Unis. Plusieurs arrestations ont été effectuées par la police vendredi 21 juin à Alger aux abords de la Grande Poste, point de ralliement de la grande manifestation hebdomadaire contre le régime. Une vingtaine d'hommes, essentiellement des jeunes, ont été interpellés par les nombreux policiers en civil ou en tenue, déployés dans les rues autour de la Grande Poste, dans le centre de la capitale algérienne. Les policiers ont récupéré les pièces d'identité et les portables avant de les fouiller et de les faire monter dans des fourgons. Durant plusieurs vendredis, la police a procédé à des arrestations matinales avant de relâcher les manifestants en fin de journée à plusieurs kilomètres du centre de la capitale. Depuis le 22 février, les Algériens sortent chaque vendredi massivement dans les rues, notamment à Alger, pour réclamer un changement du système politique en Algérie. Pour un temps, le Royaume-Uni ne signera plus avec l'Arabie Saoudite de nouveaux contrats d'armement pouvant être utilisés au Yémen. Cette décision du gouvernement britannique fait suite au jugement de la Cour d'appel de Londres. La Cour a estimé jeudi 20 juin que les ventes à l'Arabie Saoudite d'armes susceptibles d'être utilisées au Yémen étaient entachées d'une erreur de droit dans le contexte de la guerre qui dure depuis près de 5 ans dans ce pays. La décision judiciaire n'oblige cependant pas l'exécutif à suspendre la signature de nouveaux contrats. Le Royaume-Uni est le 6e plus gros vendeur d'armes au monde après les États-Unis, la Russie, la France, l'Allemagne et la Chine, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de Chérifla Télévision. Bonsoir.